vous emmène aujourd'hui dans la deuxième ville de Loire-Atlantique. Saint-Nazaire est connue pour ses chantiers navals et son histoire fortement imprégnée par la Seconde Guerre mondiale. La ville détruite à 85% a été reconstruite dans les années 50, un héritage qui pèse sur son évolution urbaine. En bord d'estuaire, Saint-Nazaire s'étend aujourd'hui sur près de 50 km². Les chantiers navals qui ont fait sa renommée ne sont qu'à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de la base sous-marine. Vestige de la Seconde Guerre mondiale, l'immense bloc de béton est la pièce maîtresse de la transformation urbaine de la ville. Aujourd'hui, c'est un lieu de culture qui accueille musées et salles de spectacle. Cette exposition retrace l'histoire de sa construction en 1941, décidée par l'occupant. Son rôle était donc d'abriter, de ravitailler et de réparer les sous-marins allemands. La construction, elle est confiée à l'organisation TOT, qui est une organisation paramilitaire de génie civil et militaire liée au régime nazi. Et elle emploie des milliers de travailleurs, alors des travailleurs allemands, des travailleurs français et aussi des travailleurs forcés fournis par le régime de Vichy. Il faut aller vite, travailler 6 jours sur 7, nuit et jour pendant 16 mois. 500 000 mètres cubes de béton sont coulés pour bâtir la forteresse. Sa présence va modifier à jamais la cité navale. La base fait de Saint-Nazaire une cible pour les Alliés. 50 bombardements sur la ville, une ville détruite à environ 80%, en tout cas pour le centre-ville. À la fin de la guerre, la base, elle est intacte. Elle est au milieu d'un champ de ruines, mais elle est intacte. Plus haut, Saint-Nazaire a souffert davantage. La ville est en ruine, la gare est morte. Une ville rasée qu'il va falloir reconstruire. La reconstruction de Saint-Nazaire en 15 ans, c'est 12 000 logements, 120 bâtiments publics, 50 km de rues. Donc c'est une production de qualité, mais qui est extraordinairement rythmée. Il faut savoir qu'on n'a jamais construit en France autant que durant ces années-là. Alors les grands principes sont donnés par l'architecte en chef Noël Le Maresquier, qui a une vraie puissance puisqu'il dépend directement du ministre. Il veut une ville basse, on le voit en rez-de-chaussée 3 étages, ce qui évite les ascenseurs notamment, donc ça évite le coût supplémentaire, des toits d'ardoise et surtout la grande conquête des années 50, c'est l'hygiène. Donc il faut des appartements traversants, pas de cours étroites, des salles de bain, des cuisines, un chauffage généralisé. Une population qu'il faut nourrir au sortir de la guerre. Les halles centrales sont au cœur de la reconstruction de la ville. Alors les halles de Saint-Nazaire sont très symboliques de la reconstruction de Saint-Nazaire pour plusieurs raisons. D'abord la monumentalité et l'audace du bâtiment. On a 4000 m² d'un seul tenant, sans poteau intermédiaire. Donc elle célébrait un peu tout le potentiel du béton des années 50 par une architecture assez puissante. La reconstruction de Saint-Nazaire prend fin officiellement en 1960 avec l'inauguration du dernier bâtiment public. Cet hôtel de ville symbolise la fin de la reconstruction, donc il est entièrement centré dans le plan de ville. C'est le débouché avec sa place monumentale de l'avenue principale. Ça symbolise le retour à la République, aux élections, à la démocratie. Aujourd'hui, Saint-Nazaire se tourne vers l'océan, comme ses anciennes villas balnéaires épargnées pendant les bombardements. Le front de mer, réaménagé, est devenu attractif. La commune devrait atteindre 80 000 habitants à l'horizon 2030. Afflux de population et changement climatique sont les nouveaux défis qui façonneront la ville de demain. Saint-Nazaire, une histoire singulière à découvrir donc à l'écomusée de la ville. Il doit rouvrir le 7 février. D'ici là, poursuivons notre découverte de cette ville au patrimoine multiple. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le quartier résidentiel de La Havane a été épargné par les bombardements. Une de ces rues porte d'ailleurs le même nom. On en parle avec Aurélie Baudet, chargée de médiation culturelle. Il y a une rue dans ce quartier qui s'appelle la rue de La Havane et qui correspond à une escale que faisaient les paquebots transatlantiques qui partaient de Saint-Nazaire à partir de 1862, direction Veracruz au Mexique. Donc il y avait des paquebots à l'époque où l'avion n'existait pas. Ces paquebots transatlantiques permettaient les voyages de continent à continent. Et Saint-Nazaire était une des portes vers le large, une point de départ.
notamment vers les Amériques et précisément l'Amérique centrale, enfin le sud de l'Amérique du Nord si on est précis, Veracruz. C'était un quartier qui disposait de rues à angle droit, hein, comme la plupart du plan de ville de Saint-Nazaire, avec des maisons plutôt cossues, pour une bourgeoisie en fait, une bourgeoisie industrielle. Donc qui vivait là? Un directeur du service de l'octroi, là où se payaient des taxes, un directeur d'une compagnie d'assurance, un directeur d'un service des eaux, un dessinateur, des architectes navals. Donc des professions qualifiées qui étaient vraisemblablement les chefs de famille de ces familles plutôt aisées. Les propriétaires de ces belles maisons ont choisi des styles architecturaux qui ont pu être empruntés à des villas de bord de mer. On a 2, 3 maisons de style de la côte basque, de style de la côte normande. Donc oui, ça peut faire penser à un quartier balnéaire. Donc on ne sait pas bien où on est quand on est dans ce quartier. C'est ça qui est génial aussi. C'est qu'on est vraiment dans une époque et dans des lieux géographiques finalement un peu flous, mais totalement oui, préservés déjà par rapport à l'histoire et puis différents en fait du reste de la ville. Le reste de la ville qui recèle lui aussi des constructions emblématiques. Ce pont, par exemple, c'est le plus long de France. Il enjambe l'estuaire de la Loire depuis 50 ans. Cet ouvrage unique est soumis à un contrôle technique très poussé tous les 6 ans. Toujours du côté de Saint-Nazaire, si vous voulez vous détendre en profitant d'une vue magnifique, les pêcheries sont une belle option. Vous pourriez même louer quelques heures l'une de ces cabanes sur pilotis et vous initier à la pêche au carlet. On termine à l'extrême sud de la côte bretonne où marais salants, plages, côtes sauvages, forêts anciennes et sites historiques sont à découvrir sans modération du côté de la presqu'île de Guérande. Très belle journée à vous sur France 3.